La danse est quelque chose que je devais faire et la création est quelque chose que j'adore faire. La création de Romain Racheline-Borgeaud est en pleine lumière en cette fin d'année 2024. Avec ses danseurs, le chorégraphe est finaliste de l'émission La France a un incroyable talent. Aucune mission, aucune tâche qu'on souhaite bien réaliser n'est facile. Mais Romain n'en est pas à son premier coup de maître. Danseur de formation, il investit les scènes du monde entier, avec pour influence la magie inspirante d'un Gene Kelly et un seul désir en tête, donner vie à ses propres créations. Sans le savoir, je savais que c'était déjà pas ma place de danser, d'être sur scène, quoi. Avec sa compagnie, la Herbie Dance, Romain casse les codes en toute liberté, en mêlant danse, performance, percussion et claquettes. Il livre, en toute humilité, pour Entre vous et moi, ses rares confidences sur sa vie, sa passion, sa création et l'abnégation de tout danseur. C'est une compagnie, hein. C'est pas moi, hein. C'est toute une équipe en prod, artistique, les danseurs. Bonjour à vous, bienvenue sur Entre vous et moi. Alors merci d'être toujours aussi nombreux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Entre vous et moi, de laisser un petit commentaire, de mettre vos likes si vous aimez et puis nous retrouver également toutes ces vidéos en podcast cette fois sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Bonjour Romain Racheline-Borgeaud, je prononce bien le nom je crois. Oui, très bien. C'est époustouflant ça, vous allez voir, on va vous en parler. J'ai l'habitude de demander à mes invités si on dit tu ou vous. Alors, on dit tu. Génial, ça me va aussi. Très bien, on est bien parti. Romain, on est ici dans ton QG, dans ton antre, j'allais dire où tu danses, où tu crées, entre comédie musicale, claquettes et danse. Être ici, tu ressens quoi à chaque fois que tu es là? Je suis là tous les jours, alors heureusement que je ne ressens pas des émotions très intenses au quotidien. Enfin, je ressens des émotions intenses au quotidien, mais c'est la maison, quoi. Donc c'est chez toi? C'est chez nous, toute la compagnie, mais oui. Ouais, j'aime bien le nous. De toute manière, c'est une compagnie, hein. C'est pas moi, hein. C'est toute une équipe en prod, artistique, les danseurs. Ça fait du bien de l'entendre aussi, le nous, dans ces temps où l'égoïsme règne, je trouve. Voilà. Il y a quelques semaines, vous avez sans doute, j'imagine, je le sais, vu la vidéo de Romain Racheline-Borgeaud sur vos réseaux sociaux, où on voyait une prestation époustouflante de jeunes danseurs qui se sont produits pour l'émission Incroyable Talent et qui ont obtenu un raz-de-marée, ne serait-ce qu'avec le golden buzzer de la présentatrice Karine Le Marchand, 20 millions de vues. Ça va, 20 millions de vues. Comment tu gères ce raz-de-marée-là? Moi, j'ai pas grand-chose à gérer parce que ça change pas grand-chose pour nous, quoi. Donc, ce qui change, ce qui est important, c'est de pouvoir toucher des gens le plus largement possible, mais en réalité, il n'y a pas d'impact personnel, quoi, si ce n'est le fait de sentir que les gens réagissent, mais non, ça se gère. Ton deuxième prénom, c'est Modeste ou pas? Non. Enfin, quand on fait des choses cool, je suis content D'ailleurs, je suis content de ce tableau. Enfin, J'espère. C'était pas parfait, mais c'était brut et sincère, et je pense que tout le monde était à sa place dans ce tableau, donc c'est cool. En tout cas, tu en as donné du bonheur. Merci. Tant mieux. Merci. Alors, il y a la partie émergée de l'iceberg, celle qu'on voit, celle avec les lumières qui clignotent, qui font rêver. Et puis, il y a aussi la partie immergée. J'ai l'impression, je ne te connais pas, c'est la première fois qu'on se voit, mais que tu es aussi un homme de l'ombre qui, en tous les cas, prend le temps de bosser d'une manière acharnée dans l'ombre, loin des caméras. Depuis 5 ans, tu sillonnes la France avec ta compagnie, celle que tu as créée, la Herbie Dance, et ton spectacle Stories, les histoires. Ta vie est une histoire, je crois. Nos vies sont faites d'histoires. Et oui, c'est le pluriel est là pour raconter notre pluralité et notre dualité. Alors, si tu permets, la tienne est quand même assez atypique. Oui. Sans doute. Humilité quand tu nous tiens. L'homme de l'ombre. Je peux te le dire parce que j'ai ramé pour obtenir des infos sur toi. Donc, tu vas tout nous livrer là. Enfin, en tout cas, ce que tu souhaites nous livrer. Tu es né quand? Je suis né en 92, dans la région parisienne. Et j'ai grandi à Paris, en région parisienne. Ok, donc tu as quel âge là? 32 ans. 32 ans, ok. Tu as passé
ton enfance ou en tous les cas une bonne partie de ta vie dans le sud aussi, c'est ça, à Mougins? Je suis parti en fait sur le lycée en danse-études, en horaire aménagé, à Mougins en fait, qui est le pôle danse de Cannes de la fondatrice Rosa Lightower. Et ensuite, après mon bac, je suis parti aux États-Unis. Tu viens d'une famille d'artistes, de danseurs ou pas du tout? Alors pas une famille de danseurs, après une famille d'artistes, une famille avec des artistes, mais pas vraiment une famille d'artistes. Par contre, j'ai une famille d'entrepreneurs. Donc, alors, voilà, je peut-être qu'il fouille y a un encore. croisement. Je fouille. Maman, elle faisait quoi? Maman était, pas institutrice, mais enseignante. Ok. Voilà. Et papa? Agriculteur. Mais artiste dans l'âme. Bah, en fait, qui n'est pas artiste dans l'âme? J'en connais plein. Bah, ouais, moi, je pense qu'on peut s'ignorer, mais en réalité, l'homme, il est créatif par nature, et la créativité et la curiosité de l'homme, c'est sa manière d'être un artiste. Après, ça peut être dans les chiffres, ça peut être dans le bâtiment, ça peut être de plein de manières différentes, mais un homme, il est créatif, je crois, par essence. Après, ça s'assume ou ça se refoule, mais je pense que tout le monde est artiste. Et alors tes parents ont justement t'ont poussé à ne pas refouler ta propre créativité, ton propre ça, désir? j'ai été ultra soutenu dans l'aspect créatif, dans la danse. Parce que la danse, elle a germé comment? Quand? Elle a germé parce que j'étais assez fasciné par Gene Kelly, donc c'était vraiment les claquettes. Au tout début, c'était les claquettes. C'est ça qui m'a donné envie de danser. D'ailleurs, je voulais pas danser, je voulais faire des claquettes. C'était pas le reste qui m'intéressait. Et c'est à force de faire des claquettes que je me suis intéressé à d'autres disciplines, à d'autres styles de danse qui m'ont éloigné finalement des claquettes. Et après, je me suis dirigé vers le classique. J'ai pensé que je voulais faire ça, pas du tout en fait. Mais j'ai voulu pendant un temps être danseur classique. Et puis en fait, la vie m'a ramené à la comédie musicale et ensuite aux claquettes avec la compagnie. Donc tu avais quel âge quand tu as découvert justement les danses de Gene Kelly? Je devais avoir, Fred je sais pas, Astaire? 7-8 ans. 7-8 ans. Ouais. Et là, tu as voulu essayer des choses sur le claquettes? Je voulais faire. C'était pas si facile de trouver des cours de claquettes déjà, ouais. pour enfants. Ouais. Mais j'ai tout de suite accroché, adoré. C'est quoi? Le bruit, l'énergie, c'était quoi? Je crois que c'est pas les claquettes, c'est Gene Kelly vraiment. Ah ouais. Y a les claquettes, mais ça fait partie d'un tout. Il y a une fluidité, en même temps une puissance. C'est à la fois léger et très dense. Puis il y a une liberté d'interprétation. Il y a un plaisir dans la danse aussi. Oui. Donc tout ça était extrêmement fascinant. Et c'était très entier, quoi. Il dansait, c'était plein. C'était pas la forme, c'était rempli, c'était plein d'essence, c'était plein de vie. Que gardes-tu de cette époque, j'allais dire de besogne, de labeur? Parce que quand on fait de la danse déjà intensément à l'âge où d'autres sortent en boîte de nuit, adolescents, toi, tu dois te préserver, tu dois préserver ton corps, j'imagine. C'est sûr qu'il y a un sens du travail chez les danseurs. Que j'ai appris, mais qu'en fait qui ne s'apprend pas, qui correspond à certaines personnes parce qu'il y a aussi un acharnement en fait, dans l'apprentissage de la danse. Après, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que la danse préserve, même si à un moment donné, c'est pas qu'on sacrifie tout, mais qu'on se préserve pour la danse, mais la danse ne nous préserve pas forcément. Surtout ma danse qui est assez brutale, donc c'est pas non plus j'ai pas un corps qui est extrêmement bien entretenu et soigné pour un homme de 32 ans. Mais oui, on donne tout. À un moment donné, il faut être un peu monomaniaque et passer par là, je pense, pour construire, façonner un corps, quoi. Mais qu'est-ce qui faisait que, à l'âge où d'autres vont vouloir brûler la vie par les deux bouts quand on est ado, qu'est-ce qui fait que toi, à cet âge-là, tu t'es focalisé sur la danse? Moi, je pense que je me suis jamais senti intégré vraiment dans ce monde d'adolescence, de festivité, donc ça n'a jamais été mon truc, ni de sortir, ni de vraiment. Donc ça, c'était plutôt un confort de ne pas avoir à le faire que de devoir. Oui, quand j'ai dû le faire semblant, ça a été très très pénible. Donc j'ai pas vraiment. Ça n'a jamais été un problème. J'ai pas l'impression de sacrifier quelque chose. Timide? Non, pas timide, mais pas. J'aime pas trop le grand collectif, quoi. J'aime bien les relations un peu plus
Les intimes, les moments intimes, j'aime pas quand il y a beaucoup de monde, quand il y a beaucoup de bruit. Pourtant, j'ai une compagnie avec beaucoup de gens, et on fait des claquettes, mais étonnamment, c'est des gens que j'aime aussi, c'est pas n'importe qui, quoi. T'es plus en retrait de la... Oui, de la vie. j'avoue que j'ai un peu une approche solitaire aussi de la vie, oui. Quand tu faisais référence à Gene Kelly qui dansait d'une manière pleine, est-ce que tu as l'impression de toi remplir cet espace, cette vie quand tu danses? Pour moi, c'est vraiment pas la danse qui est au cœur de ma vie, c'est vraiment la création. Ouais. La danse, c'est quelque chose que j'ai toujours eu l'impression que je devais faire, qui faisait partie de mon chemin. Je savais que ma place était là, il fallait que je danse, mais j'ai jamais eu je suis pas quelqu'un de passionné de danse. La danse est quelque chose que je devais faire et la création est quelque chose que j'adore faire. Ah, intéressant. Voilà. Donc là, quand la danse n'est pas créative, elle ne m'intéresse pas du tout. En fait, tout ce qui n'est pas créatif ne m'intéresse pas. Ça t'emmerde. Sinon, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, c'est que je ne m'épanouis pas dedans. Voilà. Ouais. Ça ne veut pas dire que je peux m'y intéresser 1 heure, mais j'ai besoin d'être dans la création pour être épanoui. Ouais. Tu l'as évoqué tout à l'heure, tu pars aux États-Unis, direction New York et Broadway, le pays, le lieu de prédilection pour la création, pour les comédies musicales, les claquettes. Tu vas danser dans différents spectacles. Tu gardes quoi de ces grandes compagnies, de ces sociétés de danse américaines qui sont, j'imagine, différentes de la France? C'était extrêmement formateur. J'ai d'abord, c'est un style et un genre que j'ai affectionné particulièrement, mais en le faisant, j'ai appris à mieux le connaître, à le connaître de l'intérieur, à comprendre un peu mieux le fonctionnement, le processus, et puis après dans un rythme qui est très dans l'efficacité, quoi. Les Américains vont vite, donc ça apprend à encaisser beaucoup d'informations en peu de temps, à apprendre vite la musique, à apprendre vite la danse, à s'adapter vite, à rebondir vite, donc c'est très formateur. Comment tu te sentais, toi, le petit Frenchie, au milieu de tous ces danseurs américains? J'ai toujours eu un petit complexe sur justement ma place dans des rôles plus chantés ou quand il fallait prendre la parole en anglais avec l'accent, ça c'est toujours un peu pas moins évident, mais après je me suis senti toujours plutôt bien. Après, sans le savoir, je savais que c'était déjà pas ma place de danser, d'être sur scène, quoi. Parce que le plaisir n'était pas à son comble? Ouais, parce que ça n'avait pas de sens pour moi en fait. La routine, le quotidien des spectacles, le fait de raconter les histoires des autres, le fait de ne pas pouvoir être aussi créatif que ce dont moi j'ai envie et besoin mais je ne ressentais pas à ce stade aussi fortement. C'était pas le syndrome de l'usurpateur, hein. C'était... Non, mais en fait, finalement, quand je le regarde avec le recul, j'étais pas un très bon interprète, quoi. C'était pas, enfin, je veux dire, ça n'avait pas, j'apportais pas. Je pense que, alors, je dis pas que je suis un très bon créateur, mais j'ai l'impression d'apporter quelque chose de plus singulier en tant que créateur qu'en tant qu'interprète. Il y a que des ombres là. L'homme de l'ombre, ça te va? Oui, parce que oui, ça me va très bien. Puis vraiment, alors c'est pas désagréable, mais les interviews et les photocalls et les émissions de télé. Je sens que c'est pas du tout ton truc. C'est pas que c'est pas mon truc, c'est que je le fais pour parler du travail de la compagnie, pour parler du spectacle, pour parler de ce qu'on fait, mais c'est pas ça l'essence, c'est pas le cœur de mon métier, quoi. Tu sens quand même que tu es différent de très nombreuses personnes qui font ton métier et qui au contraire adorent la lumière. Oui, je pense que ça peut être confortable d'être dans la lumière. Enfin, ça peut être flatteur d'être dans la lumière, mais je pense que finalement, profondément, il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, qui peuvent être, même s'ils peuvent jouer le jeu de la lumière, qui le subissent énormément. Et derrière, il y a quand même beaucoup de dépressifs, de coquets et autres. Donc, je pense que finalement, même si la lumière peut, il y en a beaucoup qui peuvent donner le change plus facilement, profondément, enfin sincèrement, ça c'est quand même pas on peut pas trop s'épanouir dans l'image de soi, quoi. On peut s'épanouir que dans la matière, quoi, dans le fait de faire et d'être, pas dans le fait de se montrer, quoi. Ça t'a jamais attiré? T'as jamais failli tomber là-dedans? Mais si, c'est toujours, il y a toujours des moments où il y a un peu d'écho, on se voit à l'image, on se dit j'ai l'air de ci, j'ai l'air de ça, mais je pense que de plus en plus, le piège est quand même de moins en moins réel pour moi. C'est ta famille qui est là, qui te sert de garde-fou? Je ne crois pas que ce soit ma famille qui me
qui me protège de ça. Je crois que c'est juste la connexion à moi qui fait que je sens que ça ne me nourrit absolument pas d'être en représentation. Et puis finalement, en fait, ce que je fais est suffisamment dur pour que quand je me mets en scène, quand je suis à la télé en souriant, voilà, j'ai pas beaucoup de difficultés à me souvenir que le cœur du truc, c'est pas ça, c'est tout le travail qu'on met derrière. Et puis c'est pas, je suis là pour incarner la compagnie, pour lui donner une voix, pour aussi pouvoir recevoir des honneurs, enfin en tout cas des compliments, et c'est pas ça que je cherche, mais j'en tire pas de satisfaction. Quel sens tu donnes à toutes ces créations justement? Est-ce que c'est un message quel message tu veux laisser dans cette vie? Alors je sais que c'est une question qui pour un modeste comme tu es, c'est peut-être un peu difficile, mais essaie de me répondre. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on garde de tout ça en fait? Ce qui m'intéresse, c'est d'ouvrir une porte, quoi. Ça veut dire que cette porte, elle peut être une porte intellectuelle si l'histoire du spectacle interroge les gens. Mais l'énergie est une autre porte, c'est-à-dire que les gens en sortent en ressentant une pulsion de vie. Et finalement, cette pulsion de vie, qu'elle passe par l'intellect dans la symbolique ou qu'elle passe par l'énergie des danseurs qui savent très bien ce qu'ils racontent eux, et ben la destination est même, c'est-à-dire que les gens, ça réveille quelque chose chez eux, et c'est ça qui m'intéresse. Et c'est quelque chose que tu veux transmettre, j'imagine, à la jeune génération. Je crois savoir que tu es jeune papa. Oui, mais après... c'est dur d'être papa. Hein. Oui, c'est dur, mais c'est dur d'être bien avec soi, d'être papa, d'être directeur de compagnie, d'être danseur. Aucune mission, aucune tâche qu'on souhaite bien réaliser n'est facile. Donc oui, c'est dur, mais c'est aussi chouette. C'est les nuits qui sont dures. Ça, c'est vraiment dur. En 2014, c'est le retour en France, c'est bien ça? Oui. Danseur, tu viens de nous le dire, c'est qu'effectivement, ça n'était pas un but en soi, c'était créer et peut-être transmettre ce que je ressens aussi dans qui tu es. 4 ans plus tard, tu crées effectivement la Herbie Dance Company avec les fameuses claquettes. Comment sont revenues ces claquettes à ce moment-là, ce besoin de les faire vivre à nouveau? En fait, il y a eu aussi un concours de circonstances parce que j'ai fait une vidéo avec un ami. On a créé cette vidéo ensemble avec d'autres danseurs, avec des claquettes, et du coup, c'était sur une musique de Stromae. Donc, il y avait cette modernisation. Puis, je sentais que j'avais envie c'était un filon qui m'intéressait de cultiver. Il se trouve que l'émission a vu cette vidéo en ligne. Du coup, ils m'ont demandé de participer à l'émission. À ce moment-là, je me suis dit que c'était l'occasion de créer un collectif pour pouvoir justement explorer, faire de la création, essayer des trucs. Okay. Et puis ça s'est fait en fait comme ça. Ouais. Et après, les claquettes sont devenues un espace de différenciation aussi. C'était un moyen pour la compagnie de se différencier avec cette spécificité, avec le côté rythmique, le côté musical aussi. Comme j'ai fait beaucoup de musique, il y a un peu cette rencontre avec les claquettes de la danse et de la musique. Et, violoncelliste, hein, c'est ça? Ouais, violoncelliste, et du piano et de la guitare et des percus. Et donc, tu fais tout, quoi. Oui, tout assez mal, mais tout. C'est ça. Non mais c'est vrai, je ne suis pas instrumentiste, mais j'ai fait suffisamment de choses différentes pour comprendre un peu comment tout fonctionne, ce qui me permet de faire de la compo en MAO avec des ordis. Mais je ne vais pas jouer Chopin à la Philharmonie, quoi. Tu as une exigence énorme, je crois, non? Selon beaucoup de spectacles qui existent en France, sans doute. En même temps, j'ai aussi une équipe qui a envie de ça. Donc en fait, les danseurs sont aussi là parce qu'ils ont envie de faire des choses exigeantes. Et du coup, c'est pas moi tout seul en fait, c'est toute l'équipe qui a envie de ça. Alors tu dis que tu fais tout, mais pas forcément tout bien. Ok, il faut juste savoir que pour ce spectacle-là, tu es producteur, chorégraphe, directeur artistique, mais aussi musicien et chanteur avec cette BO absolument démente. Quand vous l'entendez une fois, elle vous reste dans le crâne et je peux vous dire qu'elle vous booste. Get the job done, ça pourrait être un peu ton mantra, non, il faut que le job soit fait, quoi, le travail soit fait. Oui, c'est vrai que, et c'est d'ailleurs dans les moments de doute, je ne sais plus qui m'avait dit ça, mais c'était aux États-Unis. Alors c'est pas get the job done, mais enfin c'est un peu ça. Mais c'est quand parfois quand on sait plus, quand on doute, on sait plus. Just show up and do the job, or get the job done. Mais c'est juste à un moment donné, parfois il faut juste pas. Quand on ne sait plus, il faut aller au bout de ses objectifs, des choses qu'on s'est fixées. Et puis parfois, il y a des matins, on se lève, on ne sait plus pourquoi, mais on se lève, on y va, on le fait. Et on va au bout de la journée. Et parfois, on a besoin de plus de recul. Donc
Oui, ça peut. Ça peut parfois, je sais que je dois juste me dire lève-toi et fais le job, quoi. Ok, run, stop, fall, rise. Cours, arrête-toi, tombe et renais, relève-toi. Ouais. C'est ta vie, ça? Ah bah ça c'est la vie de tout le monde, hein. Je pense. Je parle C'est pas de tout la le monde, vie. je parle de toi. Oui, mais moi, ce que je vis, c'est ce que vit chaque être humain. En fait, ma vie n'est pas tellement différente de ce que vit chaque être humain. C'est juste la manifestation, la forme qui est différente. T'es tombé, toi? Ben, on est tous tombés. On est tous nés, on est tous tombés, on a tous manqué de choses, on a tous vécu des histoires avec des creux, avec des drames, avec des bons, tu vois. C'est la vie de chacun. Et après, cette histoire-là, elle nous forge. Et puis, en tant qu'adulte, ben oui, on retombe, voilà. Mais je pense que oui, j'aime bien. Bon, c'est un peu dramatique aussi, hein, ce Run, Stop, Fall, Rise. C'est un peu dramatique, mais oui, j'aime bien cette idée de course sans fin. Puis à un moment donné, si on s'arrête aussi, parfois on court pour ne pas tomber. Parce que si on s'arrête, on s'effondre. Équilibre. Mais finalement, c'est qu'en s'effondrant qu'on peut aussi se redresser ou se relever ou s'élever ou trouver sa verticalité la plus juste possible. Quelle a été la chute pour toi, la tienne, qui t'a permis de mieux rebondir? Il y en a plein, il y a des illusions sur le fait de ne pas être... on m'a dit que je ne pourrais pas danser parce que j'avais des blessures. Après, la décision de ne pas pouvoir être danseur classique. Il y a eu après une histoire personnelle d'enfance, d'équilibre, de déséquilibre. Mais toute épreuve est une opportunité de grandir. Tu te sens en déséquilibre constant ou pas? Je me sens chaque jour un peu moins en déséquilibre que la veille. Donc vers l'équilibre. Mais non, il y a des moments où je me sens bien. Enfin, de toute manière, moi j'ai créé un petit microcosme qui est la compagnie, qui est un espace aussi sécurisant. C'est un système dans le système. On a notre fonctionnement, on a notre équipe. Les gens qui sont là sont des gens qui sont importants pour moi. Donc je travaille qu'avec des gens bien, qu'avec des gens... Enfin voilà, j'ai cette chance-là d'être protégé du fracas du monde dans un espace où on peut dire que le danser c'est important. Et voilà, puis voilà, c'est une chance. Donc cet équilibre-là que j'ai créé est équilibrant pour moi. Parce que tu parles d'échec, toi, ou c'est pas un mot qui te... Si, il y a des échecs, mais je vais pas faire ce pep talk de oui, l'échec. Enfin si, en fait, mais c'est juste, on apprend, quoi. Donc il y a des moments où on fait des trucs et puis on les aurait pas fait comme ça si on avait su, mais pour savoir, il fallait le faire. Donc on l'a fait, on a appris. Puis après, l'idée, c'est de pas de refaire les mêmes choses à chaque fois. Voilà, c'est pas de refaire les mêmes erreurs à chaque fois. Parce qu'au-delà de la beauté de ce spectacle, à la fois esthétiquement, musicalement, artistiquement, il y a deux choses qui m'ont marqué. Il y a Icare, le personnage principal, qui, comme son nom l'indique, s'est brûlé les ailes. Tu t'es déjà brûlé les ailes? Je sais pas ce que ça veut dire. Tu sais très bien. Non, mais je sais pas à quel sens, mais oui, j'ai déjà ressenti le danger de l'ego. J'ai déjà. Après, ça ne m'a jamais été fatal. Ouais. Je me suis pas perdu. Pour l'instant, je crois que je suis quand même assez intègre et aligné avec ce que je suis et que quand je sens que je suis en danger d'intégrité ou de santé j'arrive à redresser la barre, donc ce qui me permet de maintenir un équilibre. Donc t'es pas ce garçon-là. Mais ce garçon-là s'en sort très bien. Non, mais malgré les apparences, finalement, il affronte les choses et quand il est en danger, il se sort du danger. Il va jusqu'au bout, en tous les cas, et puis il essaie de... Oui, il se libère. C'est ce que je me souhaite, ce que je souhaite à chacun, c'est de se libérer. Cette scène où il monte les escaliers. Oui. Je ne vais pas spoiler. Incroyable. Incroyable. Ça aussi, c'est... Ouais, ça c'est la capacité à se jeter dans le vide. C'est plutôt une pulsion de vie.
c'est la confiance aussi qu'on a en sa capacité à retomber sur ses pattes. T'as confiance en toi? À certains niveaux, non, et à d'autres niveaux, oui, j'ai confiance en ma faculté à rebondir. Mais, moi, je t'écoute en boucle, hein, donc voilà. Oui, Ça mais peut te faire moins douter. d'abord, il y a autant de. Mais je suis très heureux que ce que je propose te touche. Donc, il y a d'autres gens que ça touche et c'est super. Mais il y a plein de gens qui détestent aussi. Et donc, il n'y a pas de vérité. Ça te touche quand on déteste, quand on n'aime pas, quand on est moins. Ben, ça me touche. Oui, ça me touche quand on aime, ça touche quand on n'aime pas. Forcément, je fais de la création pour les gens. Alors si les gens le reçoivent d'une manière ou d'une autre, ça me touche. Après, ça m'empêche pas forcément de dormir. Être aimé, c'est important pour toi? C'est là où l'ego entre en jeu. En fait, le problème, c'est que c'est très délicat parce qu'on fait de la création. Moi, ce que je préfère dans la création, c'est le processus de création, puis c'est justement le chemin qu'on parcourt avec l'équipe, avec les danseurs. Après, la rencontre avec le public, elle est incroyable. C'est là où les gens vont être touchés aussi. Après, à aucun moment, il y a de... J'essaye de toujours bien garder en tête que les gens, ils m'aiment pas moi. Ils aiment, et puis ils aiment pas. Et en fait, c'est juste que ça résonne chez eux. C'est ça qui est important. Mais voilà, là, il y a un danger que souvent, de se dire, voilà... Je reçois quelque chose, c'est pour moi, mais c'est pas pour moi. Est-ce que le petit garçon que tu étais voulait être aimé? Est-ce que ce chemin que tu as emprunté là comble aussi, en tous les cas, va chercher quelque chose qui est lié à cette quête d'amour? Oui, une quête d'amour, une quête de reconnaissance, une quête de trouver sa place aussi, de créer une place pour soi dans un monde où on a du mal à comprendre ce monde-là, donc on va essayer de trouver une place. Très tôt, tu as senti que tu étais hors système? Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont hors système. Je pense que le système n'est pas fait pour les gens, en fait. C'est des principes, mais qui sont... Voilà, après, il y a des individualités là-dedans, et c'est dur, mais chacun essaie de trouver sa place ou de créer sa propre place. Et moi, avec la compagnie, j'ai l'impression d'avoir réussi à créer une place où je peux entrer en contact avec le monde extérieur, et en même temps, j'en suis protégé. Donc c'est cet équilibre-là qui est chouette. Tu as été chorégraphe pour Disneyland sur les plateaux de télé d'Incroyable Talent où là on t'a vu une première fois en danseur. Également sur l'émission Danse avec les stars. Et puis le coup de cœur d'Alain Chabat dans The Late Show en 2022. C'est chouette ça. Oui, ça c'était marrant. Non, franchement, à faire, c'est hyper stressant. Enfin, moi déjà, je suis hyper stressé de danser, donc c'était stressant à faire. Et j'ai pas pris du plaisir sur le moment. Mais par contre, je suis content de l'avoir fait. C'est pas un monde qui t'attire en tous les cas? Non, pas du tout. Showbiz, lumière. Je déteste ça. Je déteste ça parce qu'on a difficilement accès aux gens. Alors il y a des gens qui arrivent à être très authentiques. Je pense qu'Alain Chabat d'ailleurs, il arrive à complètement s'en foutre. Enfin, j'en sais rien, je le connais pas finalement, mais c'est la sensation qu'il me donne en tout cas. C'est un mec qui arrive à être à la fois lui-même authentique, même quand il y a tout un bordel, et pas se laisser bouffer par ce bordel-là. Ouais. Pour l'instant, j'ai pas réussi à trouver la clé pour m'en foutre complètement, et quand il y a des caméras, c'est vrai que parfois, voilà, je préférerais qu'elles soient pas là, quoi. Et puis en octobre dernier, toi qui détestes la télé, détestes les caméras, le showbiz, ce monde un peu fake. Non, mais c'est pas vrai que je déteste. Et il faut aussi, je suis bien content que la télé soit là pour nous aider à faire connaître le travail, et j'essaye d'être. Mais voilà, je suis beaucoup plus en paix avec la télé quand je suis pas à l'image. Et là, tu insuffles ton énergie, ta créativité à un groupe de jeunes danseurs absolument incroyables qui ont donc gagné le Golden Buzzer de Karine Le Marchand pour directement aller en demi-finale. Une scène qui souligne la lutte contre le harcèlement à l'école. Alors, c'est pas vraiment ça. C'est vrai que tout le monde essaye d'y voir un message politique, mais alors moi je fais pas du tout de politique. Ouais. Et autant moi j'ai vécu un peu des choses à l'école, et puis j'ai pas la scolarité, moi c'était pas forcément une grande histoire d'amour rapport au système justement. Mais par contre, si cette création-là, cette histoire-là, elle vient d'un endroit personnel pour moi, et c'est mon histoire qui m'a permis de visualiser ce truc-là et d'avoir envie de le raconter. Pour autant, je n'ai pas du tout fait ça pour dénoncer quoi que ce soit. Ce qui est intéressant, c'est que ça résonne quand même chez toi, et que violence scolaire, c'est quelque chose qui t'a... En fait, la violence, elle est pas forcément dans les coups. La violence, elle est pour celui qui la ressent. En fait, elle n'est pas forcément...
chez celui qui la génère. Donc oui, de la violence, il y en a partout. Et tu l'as senti, toi, tu l'as oui, subi. moi j'ai ressenti un monde violent, hostile, et avec des moments où il était vraiment violent, et avec des moments où il n'y avait pas forcément d'intention de détruire, mais il y avait un contexte avec des énergies, des manières de faire, des biais, des comportements, et parfois juste une manière de ne pas se sentir le bienvenu dans un monde sans que personne soit forcément là pour manifester ça. Voilà. Mais comme quoi, la souffrance, ça peut créer de la lumière aussi. Oui, et ça c'est un choix personnel. C'est d'en Ouais. faire quelque chose de lumineux et d'essayer de contribuer aussi à justement à raconter des choses. Raconter des choses dures, c'est pas forcément les encourager, c'est au contraire, c'est ne pas être dans le déni de la souffrance qu'il peut y avoir, et en la montrant, c'est une manière d'essayer de la purger aussi. Lumineux, c'est drôle puisque c'est ton prochain spectacle, Rise. Oui, The Rise, oui. Voilà. Tu le traduirais comment, Rise? C'est justement pour ça que je l'appelle comme ça, c'est ouais. parce que je ne pourrais pas le traduire. L'éclosion. Ouais, la naissance, l'élévation, le soulèvement, c'est tout un tas de mots c'est un mot qui n'a pas son équivalent français. Que vous pourrez découvrir en avril 2026. Ouais. Pardon. Non, le spectacle va naître à Colombes en septembre 2025 et après sera au Dôme de Paris en avril 2026. Un mot dessus? C'est le projet d'une vie. Ah, ok. Voilà. Ah, c'est plus qu'un mot, là. Ok. Ouais. C'est ta renaissance? Ouais, c'est un besoin viscéral de faire ce spectacle. Bah, on sera au rendez-vous en tous les cas. Et moi aussi. Avant de se quitter, ton mot préféré? Mon mot préféré? Oui. Je sais pas, la résilience. Yes. Celui que tu détestes? Le bien et le mal. Je trouve ça contre-productif parfois que le manichéisme. Blanc et noir. Ouais, je trouve que c'est pas très honnête de dire ça c'est bien, ça c'est mal, ou lui, un tel est une bonne personne, une mauvaise personne. Si on est honnête avec soi, on sait très bien que c'est beaucoup plus complexe que ça, et c'est pas, ça ne fait pas avancer les choses de caser les gens, de mettre les gens dans des cases. La chanson qui t'inspire? C'est très difficile. Je suis pas du tout comme ça. Je n'ai pas une couleur préférée, je n'ai pas une chanson préférée. Je ne sais pas. Ok, et j'espère que tu pourras répondre à celle-ci, la dernière. Tu lui dirais quoi au petit Romain, à la fois dans l'ombre et dans la lumière, qui en a bavé? Je le sens, je l'entends. Tu lui dirais quoi? Je lui dirais quoi? Mais je lui dis quoi d'ailleurs, parce que il est là, hein, mais je lui dis de continuer, en fait, de ne pas lâcher, et de continuer à construire, et à se chercher, à s'équilibrer. Mais je le dis à tout le monde, hein, pas que à lui, voilà. Et c'est ce que j'essaie de dire aussi en faisant des spectacles. Bah, c'est très réussi. Merci pour ton histoire. Avec plaisir, merci beaucoup. Venez découvrir toutes nos interviews en vous abonnant à notre chaîne et vous pouvez également nous suivre sur le podcast d'Entre vous et moi, disponible sur vos plateformes préférées.